Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous rencontrons Carole Flamand, intervenante en relations d'aide et jeunes aînés à Tikamek. Originaire de la communauté de Manawan, Carole Flamand réside aujourd'hui à Joliette. Carole Flamand a été intervenante en milieu communautaire pour des familles et des enfants pendant 15 ans. Elle a notamment travaillé au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Au fil des années, elle se découvre un don d'écoute et de compassion qui l'amène en 2016 à réorienter sa carrière. Elle se lance alors dans des études au Centre de relations d'aide de Montréal et devient thérapeute en relations d'aide. Carole développe graduellement une approche originale destinée aux personnes touchées par le deuil et le suicide, le tout basé sur son histoire de vie et son itinéraire spirituel. Carole Flamand donne également des conférences et offre des ateliers de sensibilisation en contexte scolaire. Au micro de Mathieu Lavigne, elle nous parle de son cheminement spirituel, de son rôle de jeune aîné, de son approche thérapeutique et d'urbanité autochtone. Carole Flamand, quoi? Oui. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans ton magnifique bureau. C'est un endroit apaisant, on est bien ici. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Carole, j'aimerais ça qu'on commence en parlant un peu de ton cheminement spirituel, un cheminement qui est fascinant, je pense un cheminement qui est loin d'être terminé. Et je me demandais, est-ce que dès ton jeune âge, la dimension sacrée des choses t'a happé? Est-ce que tu avais déjà une sensibilité jeune pour le spirituel? Oui, tout à fait. Déjà très petite à l'école primaire, j'aidais beaucoup les gens. Et à la maison, on était beaucoup portés sur prier, la prière avant de dormir. Tout tournait autour du sacré aussi, dans le sens que quand il y avait des décès aussi, on devait honorer le défunt. C'est tous des enseignements que j'ai reçus dans mon éducation très jeune. Et aujourd'hui, tu es porteuse d'objets sacrés. Ton parcours spirituel t'a mené vers ce qui est souvent nommé comme la spiritualité dite traditionnelle, ou on appelle ça aussi le chemin rouge. Comment débute ton parcours sur ce chemin rouge, justement? Je crois que ça a toujours fait partie de moi, mais je te dirais que j'ai eu un réveil en 2020, quand que je me suis procuré mon premier tambour. Ça a résonné très fort chez moi, la vibration du tambour, comme si j'avais toujours joué. Et ça a ouvert, j'ai l'impression, la porte de mon chemin. Aussi, ça a réveillé la mission que j'avais en moi, mais encore plus précisée. Puis ça m'a amené à rencontrer des personnes pour que je puisse me propulser. Et je mentionnais tantôt, t'es porteuse d'objets sacrés. Oui. Est-ce que t'es pas un peu jeune pour jouer un rôle qui est normalement réservé aux aînés? Est-ce qu'on pourrait dire que t'es une jeune aînée, même si c'est un paradoxe? Oui, effectivement. C'est comme ça qu'on m'appelle aussi. C'est une jeune coucoum. Ça veut dire que j'ai été choisie par les aînés masculins, aînés féminins traditionnels, ceux qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont observée. Et eux, ils ont besoin de relève. Donc, ils vont observer les gens qui vont emprunter le chemin rouge, ils vont vraiment se mettre à observer, puis regarder les actions, puis ce qu'ils font dans leur vie. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Ils m'ont invité, puis ils m'ont demandé de parler de moi. Ensuite, ils m'ont présenté la plume d'aigle pour me demander si j'acceptais de les accompagner, en fait, de les regarder. Et si j'acceptais d'être une jeune relève en devenir et que c'était un engagement pour la vie. C'était un très grand honneur de recevoir ça et j'ai accepté. C'est un engagement spirituel, c'est une mission
Et mon rôle aujourd'hui de jeune aîné, c'est d'accompagner ces aînés-là, d'aller chercher leur enseignement. Puis quand ils font des cérémonies ou des rituels, c'est d'être à leur côté pour observer ce qu'ils font, d'enregistrer tout leur enseignement laissé, qui me laissent. C'est toujours un cadeau, c'est toujours un honneur. Et moi, de le répéter par la suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tu le dis super bien, c'est un honneur. Est-ce que c'est pas aussi, moi je pourrais dire, est-ce qu'il y a une pression, le fait d'être la relève? Oui, la relève d'enseignement, de recevoir tous les enseignements, puis des honorer aussi. Je te mentirais pas que c'est quelque chose qui m'a fait peur quand j'ai accepté. Parce qu'il m'a été demandé aussi, c'est que ça va t'amener à voyager pour aller transmettre tes savoirs, pour accompagner, pour soutenir les gens. Et moi, je suis une maman aussi de 4 enfants. J'ai une vie aussi. Mais aujourd'hui, je peux te dire que la première chose qu'ils m'apprennent, c'est l'équilibre. Donc, j'ai compris que c'est faisable quand tu respectes l'équilibre de ta vie, de toutes les sphères de ta vie. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas une charge pour moi, c'est un honneur d'aller sur ce chemin-là, puis de respecter tout ce que je reçois pour leur donner encore. Et Carole, tu sais, l'Église catholique, elle reste bien présente dans les communautés autochtones. Il y a plusieurs membres des premiers peuples qui vivent une spiritualité qui est un peu à la rencontre ou au confluent des spiritualités autochtones et catholiques. D'autres ont rompu avec l'Église pour des raisons qu'on peut comprendre. On peut penser entre autres à la participation de l'Église au système des pensionnats pour autochtones. De ton côté, Carole, comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la foi catholique, à l'Église catholique? Bien, moi, j'ai toujours aimé l'Église quand j'étais petite. J'aimais servir la messe. Le curé de notre paroisse était très, très gentil avec nous. J'ai toujours aimé ce que ça l'apportait dans mon petit cœur d'enfant. Et puis, j'ai pas pris conscience du mal que ça a pu apporter, ce que je prends conscience aujourd'hui. Mais je veux pas généraliser la religion catholique, le mal qu'elle a pu apporter chez mon peuple. Pour moi, ce qui est important, c'est le respect. Le respect de ce qui fait du bien pour chaque humain. Puis si la religion catholique fait du bien à l'humain, à toi ou à quelqu'un, dans la spiritualité où je marche, c'est de respecter ça. Puis c'est le respect aussi de chacun où il est rendu. Puis de respecter aussi que si la personne a décidé de se couper de la religion, ça aussi, il faut le respecter, tu sais. Puis c'est de l'accompagner là-dedans, de l'accompagner le plus possible dans la paix. C'est ça mon travail aussi, là, d'essayer le plus possible de marcher dans la douceur puis dans la paix. D'être à l'écoute, hein? Oui, d'être à l'écoute, exactement. Carole Flamand, comme intervenante en relation d'aide, tu as développé une approche unique afin d'accompagner des personnes touchées par le deuil, entre autres par le deuil à la suite d'un suicide. Carole, pourquoi avoir opté pour cette approche-là, cette spécialisation-là, si j'ose dire? Bien, c'est mon vécu personnel. Je suis une personne qui a traversé plusieurs suicides, autant québécois qu'autochtones. Puis c'était une grande blessure dans ma vie. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait un manque. Il y avait un manque dans mon chemin de guérison. Et puis, j'ai constaté qu'en parlant avec les gens autour de moi qui avaient marché dans le chemin de survivants d'un suicide, hein, on survit au suicide, je me suis aperçue que c'était difficile, c'est un deuil traumatique, puis c'est un deuil qui est difficile à surmonter. Puis c'est ce côté-là que je voulais aider et d'utiliser ma culture pour cheminer dans cette guérison-là, ce chemin-là. C'est ça qui s'est passé à l'intérieur de moi. Parce que dans mon propre deuil, j'ai resté pris 4 années. C'est un deuil complexe qu'on appelle. J'étais dans un deuil complexe. Je ne sortais pas de mon deuil.
Puis j'ai réalisé au bout de ces 4 années-là que la dimension qui manquait, c'était le spirituel. Puis quand je l'ai découvert, ben, j'ai dit, il faut que j'aide les gens qui ont été pris comme moi dans des deuils complexes, des deuils qu'on a l'impression qu'on s'en sort pas. Puis c'est là qu'est la naissance, si je peux l'appeler de même, la naissance de ma mission, qui est d'aider, accompagner les gens pour pas rester pris, mais pour avancer et cheminer. Tu m'as déjà parlé, entre autres, de cette image de la fille du canot. Est-ce que tu veux nous en toucher un mot? Oui. La fille du canot, c'est moi. À ce moment-là, je le savais pas. Moi, le suicide, c'est un sujet qui me touche parce que maman s'est enlevée la vie en 2005. Et c'est moi qui l'ai retrouvée dans cette mort violente. Et l'année d'après, j'étais moi-même je sais pas comment je pourrais nommer les choses, mais j'étais en dépression du deuil, dans la dépression du deuil. Et dans cette dépression-là, il n'y a plus rien qui m'accrochait. J'étais une jeune maman de 2 enfants, je travaillais, mais tout était difficile. Et puis, un soir, j'adore l'écriture et la lecture. Un soir, je me suis assise à mon bureau, puis j'ai écrit une réflexion. Puis c'est comme ça que je l'ai intitulée « Réflexion, la fille du canot ». C'est comme si je visualisais une fille, mais c'était moi la fille. Oui. Et je décrivais ce que ressentait cette fille-là. Puis dans la description de la fille du canot, c'est qu'elle a envie de chavirer. Elle a envie de sauter en bas de son canot. Elle a envie de se laisser couler. Mais elle va s'accrocher à la beauté de la nature. Elle va se mettre à écouter. Elle va se mettre à ouvrir ses 5 sens. Elle va prendre conscience de tout ce qui l'entoure. Elle va prendre conscience de tout ce qu'elle avait oublié. Puis c'est tout ce qui l'entoure, ben c'est le chant des oiseaux. C'est le bruit de l'eau qui vient frapper sur son canot. C'est le soleil qui réchauffe, le ciel bleu, les arbres, le bruit des champs, des feuilles, tu sais. Elle va se reconnecter, puis ça va tellement l'apaiser, ça va lui faire du bien, cette connexion-là. C'est ce qui va lui permettre de rester assise dans son canot, parce qu'elle va toucher, elle va ouvrir quelque chose. Puis c'est ça, la rencontre de soi. C'est la rencontre de « je ne suis pas seule ». Je ne serai jamais seule parce qu'il va toujours avoir tout ça autour de moi pour m'aider. Et le canot, ben pour moi, c'est on traverse une rivière. Puis des rivières, ben t'en as plusieurs à traverser dans ta vie. Tu vas avoir des rapides, tu vas frapper des roches, mais tu dois constamment ramer. Parce qu'au bout de chaque rivière, ça l'aboutit sur un lac. Puis souvent, le lac est beaucoup plus calme. Puis c'est là que tu te reposes. C'est ça, la fille du canot. Carole, tu étais présente il n'y a pas si longtemps à l'événement qui commémorait les 3 ans de la mort de Mme Joyce Echaquan. Hein. C'est une commémoration qui se tenait à Joliette. Commémoration, j'imagine, chargée d'émotions. Tu étais là pour offrir ton soutien. On parlait de rituel à l'instant. Tu menais le rituel de purification avec celles et ceux qui désiraient le vivre, ce moment-là. Oui, c'était libre. Ouais. C'est libre. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là qui a eu lieu le 28 septembre dernier? Ben, c'est nous. C'est nous, ça, le côté rassembleur. Quand il arrive un événement, on se soutient. Et moi, mon rôle était là en tant que jeune aînée et était là avec la sauge pour purifier, avec cette herbe sacrée-là pour nettoyer. En fait, la purification, c'est de nettoyer. Tu sais, si tu portes la peine, ben, tu viens te nettoyer au niveau de ton vécu. Et c'est comme ça que j'ai accompagné les gens là-bas. Et ce que j'ai aimé, c'est la solidarité qu'il y avait, la cause. Hein? Pourquoi Joyce, pourquoi qu'on fait ça aujourd'hui? Il faut en parler, il faut toujours honorer. Elle a donné sa vie, cette femme-là. Et nous, on doit pas l'oublier. Tu parles de la mémoire, tu parles de ne pas oublier. En quoi commémorer, c'est important au moment quand on vit un deuil? C'est important de faire mémoire quand on vit un deuil? Oui,
C'est un cheminement. Nous, j'utilise la roue de ce qu'on appelle la roue de la médecine ou le cycle de la vie. C'est important d'avancer puis d'honorer la mémoire des disparus. Parce que chez nous, ben, l'esprit continue de vivre. Hein? Ce que j'explique en fait dans la roue de la médecine, c'est que le cycle, c'est toujours divisé par 4. Puis, vite, là, sans tout vous décrire, parce que ça pourrait être long, mais juste au niveau du deuil, je montre aux gens à quel moment, avec les saisons, il y a 4 saisons. À quelle saison vous avez vécu la perte? Fait que là, ils vont me dire, exemple, je l'ai vécu en hiver. OK, vous venez de vivre c'est en hiver. OK. Après l'hiver, c'est le printemps. Là, on va faire une cérémonie. Ensuite, on va s'en aller à l'été. On va faire une cérémonie pour l'été. Et ensuite, on va s'en aller à l'automne. Et on revient à l'hiver. Tu viens de faire un cycle complet pour ta guérison, mais aussi pour l'autre. Parce que ce que je réalise aussi quand les endeuillés, ils se regardent. Ils oublient d'honorer la personne. Ils regardent que leur souffrance. Puis c'est là qu'ils se perdent. C'est là que les gens se perdent. Ils se perdent parce qu'ils regardent que leur mal, que la perte. Puis là, je leur dis, vous oubliez d'honorer. Parce que la personne a besoin de prière, celle qui est dans le monde des esprits. Elle a besoin de douceur, elle a besoin de lumière, elle a besoin de prière, elle a besoin... Mais ça, il faut le faire. C'est ça mon enseignement au niveau des endeuillés. Puis ces moments de rituel-là, c'est aussi se donner le temps de le vivre, le deuil. Ouais. Quand tu fais des rituels, tu te permets de guérir, tu te permets d'y donner de la place, de l'importance à ton deuil. Puis c'est ça qui fait du bien. Ça permet à ce qu'ils ne prennent pas toute la place. Exactement. Puis un deuil, c'est toute la vie. Il faut l'entretenir. Maman, à moi, ça fait 18 ans qu'elle est partie. Vite, comme ça, cet été, je m'ennuyais à la fête des mamans. Puis j'ai acheté un beau bouquet que je suis venue planter dans mon jardin pour l'honorer. C'est comme si je lui offrais, en plus de l'offrir à terre-mère, ben je l'offrais à ma mère en mémoire de ma mère. Puis ce beau petit rosier-là, je l'ai vu tout l'été. Tout l'été à fleurir, à faire des belles roses. Et autant que j'avais de la tristesse quand je l'ai planté parce que j'éprouvais du manque maternel, qu'autant j'ai eu un beau sourire à le regarder tout l'été fleurir. Mais c'est ça, les rituels, c'est ça que ça l'apporte. Carole, on t'accompagne des gens dans leur processus de guérison. Toi-même, tu as vécu un parcours de guérison et tu le vis toujours. Tu viens de l'évoquer justement au sujet de ta maman. À quoi ça renvoie pour toi, ce mot-là, guérison? C'est quoi pour toi la guérison? La guérison, c'est la partie, pour moi, c'est la partie du spirituel. C'est l'invisible, c'est la partie d'émotion. C'est l'esprit, c'est l'âme, La guérison, pour moi, c'est d'utiliser les esprits de la nature pour guérir l'intérieur. C'est ça, pour moi, la guérison. Oui. Ouais. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Oui, en tout cas, c'est la reconnexion. Oui, c'est la reconnexion, c'est ça. La blessure nous coupe Ouais. de l'extérieur, puis la guérison, c'est de se reconnecter, de trouver le moyen Exact. de refaire sens et donc de refaire le lien. Exactement. Carole, tu m'as déjà dit que tu considérais ta génération comme étant celle de la réparation. Ça m'avait frappé quand tu m'avais dit ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu entends par ça? La réparation, c'est qu'il y a un cycle qui la transmission générationnelle, qui se transmet de génération à l'autre, les blessures aussi. Intergénérationnelles qui se suivent. Mais nous, notre génération, c'est de couper ça. De dire, OK, ça suffit. On arrête cela et
à partir de maintenant, on prend un chemin, le chemin rouge. Pour aller dans le chemin de la guérison, on va arrêter de continuer de faire du mal ou de se faire du mal. Briser le cycle. Hein? Tu sais, oui, briser le cycle. Cette réparation-là, elle se fait, bon, j'imagine, avec les générations qui vous suivent, mais peut-être aussi celles qui précèdent, avec les aînés notamment. Oui, mais c'est justement, on travaille comme ensemble. Ceux qui ont réussi à pardonner, tu sais, je donne un exemple, les survivants de pensionnat qui restent encore, parce qu'il y en a encore de ce monde qui vivent, encore beaucoup, qui ont réussi à cheminer dans le chemin de l'acceptation de leur passé, qui ont réussi aujourd'hui à pardonner, à se pardonner aussi, et puis qui aident les gens qui n'ont pas fait le chemin encore et qui viennent chercher la relève comme nous pour les aider à faire leur chemin. C'est ça qui se passe en ce moment-là. C'est ces aînés-là qui ont marché dans des terribles souffrances, qui ont fait des choses dont ils ne sont pas fiers d'eux aussi, puis qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'aide. On travaille ensemble. Ça prend de l'humilité pour les aînés d'accepter l'aide de plus jeunes, non? Souvent, on est dans l'image que les aînés, les grands-parents vont aider les plus jeunes. Et là, c'est comme si, sans dire que ça s'inverse, parce que je pense que c'est mutuel, comme c'est de l'entraide. Il n'y a pas d'âge. Moi, quand je vais dans des cercles d'aînés, j'ai un très, très grand respect, mais ils ne me font pas sentir que je suis plus jeune qu'eux. Ah oui. Ils me font sentir que je suis égale à eux. Parce que ça m'est arrivé de témoigner de des choses de ma vie aussi, de mes propres souffrances dans ces cercles-là, et qui viennent me voir, me serrer la main et me remercient. Merci pour ton enseignement, parce que nous, on appelle ça des enseignements. Merci pour ton enseignement, Carole, ça m'a fait grandir. Il faut toujours rester humble, tu sais. Je suis une jeune aînée, mais je ne suis pas plus que quelqu'un d'autre. C'est d'accepter le fait qu'on est toujours en apprentissage aussi. Ouais. Partout où je vais, j'arrive de voyage, j'allais chercher des enseignements, je ramène ça ici, je vais ramener ça dans ma communauté, je vais ramener ça aux clients qui viennent me consulter. Tout ce que je vais chercher, je le repartage. J'ai compris le sens d'enseignement. Les gens sont là pour nous enseigner. Et je m'ouvre à recevoir tous les enseignements qui viennent à moi, à tous les humains qui viennent à moi, parce qu'on apprend d'eux. On apprend de chaque personne qu'on croise dans la vie. Et Carole, tu vis à Joliette, en milieu urbain, depuis plusieurs années. D'ailleurs, on l'oublie, mais une majorité de personnes autochtones aujourd'hui au Canada vivent en milieu urbain. Je pense que c'est 52% là, des personnes autochtones vivent en milieu urbain au Canada. Comme Atikamekw, comme femme autochtone, c'est quoi ton rapport à la ville? Comment tu conjugues, dans le fond, ton identité autochtone et l'urbanité? Ben pour moi, c'est la planète, c'est la Terre. Que je sois dans une communauté où ce que le gouvernement nous a dit, c'est là que vous devez être, ou que je sois en ville, je suis chez nous, partout où ce que je suis. Par contre, je priorise là où il y a des parcs. Je vais être beaucoup mieux où il y a de la nature autour de moi, où il y a plein de béton. Oui. C'est souvent, on a une espèce de vision un peu romantique des personnes autochtones où nécessairement on associe ça à le territoire, la nature, mais ce que je comprends, c'est que pour toi, la nature, elle est là, elle est partout. Elle est partout. Donc, tu te sens connecté. Oui, partout. C'est ça. Mais j'aime beaucoup, beaucoup aller rendre visite aussi à ma famille, à Atikamekw. J'aime beaucoup rendre visite pour aller dans le bois où mes arrière-grands-parents ont chassé. Il y a quelque chose de particulier quand je vais en territoire à Atikamekw qui fait que je ressens là où ont marché mes ancêtres. Puis ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Puis ça, j'y vais à chaque année. Tu sais. C'est ressourçant. Quand tu retournes à Manoine, en territoire, ça... C'est surtout dans la nature, quand on va sur le territoire de mes ancêtres. Ça fait du bien. Mais c'est comme ça pour tous les humains. Si tu arrives, si tu as grandi en Gaspésie, puis tu es déménagé à Montréal, si tu retournes en Gaspésie, tu vas mieux te sentir. C'est chez vous. Tu vas sentir toute ta famille, ta lignée.
Et Carole, tu proposes aux écoles primaires, aux écoles secondaires aussi des ateliers qui sont adaptés au cadre scolaire. Tu es amené à rencontrer des groupes de jeunes afin de les sensibiliser aux réalités autochtones. Comment est-ce que les jeunes que tu rencontres vivent ou réagissent à ces ateliers-là que tu donnes, ces ateliers de sensibilisation? J'aime beaucoup ce que je fais. C'est d'ouvrir des connaissances sur le monde autochtone. En fait, j'ai le plus beau métier. Là. Je présente ma culture, je parle de qui nous sommes, je parle des animaux, je parle de la nature, je parle des grands-mères, je parle des grands-pères. On parle du monde des esprits. C'est vraiment beau parce que les enfants, écoute, c'est même touchant. Tu sais, la dernière, on a fait une petite chanson sur les grands-mères et les grands-pères, puis on a parlé qu'ils rejoignent le monde des esprits. Puis il y a un petit garçon qui a levé sa main, il dit « Ma grand-maman est partie aussi dans le monde des esprits. » Fait que là, on a dit « Ben, veux-tu qu'on rechante la chanson? » « Oh oui. » Alors, on a sorti nos tambours, puis là, on a montré comment que nous, on honore ça, tu sais. C'est ça qu'on est allé enseigner, tu sais, c'est honorer. Je répète beaucoup ce mot-là parce que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie, puis que les enfants aussi, ils reçoivent pas cet enseignement-là. C'est un rôle qu'on a d'honorer puis de faire perdurer la mémoire des disparus. Tu sais. Quand je fais des prières, des fois, ça c'est une autre chose, on parle des ancêtres, tu sais, ou des arrière-grands-parents. Ben moi, j'ai une pensée pour ceux que j'ai jamais connus. Je les connais pas, je les ai jamais connus, mais c'est ma lignée. J'ai une lignée. Puis, ben, je prie pour eux. Parce que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça, mais moi, je le fais. Il y a aussi beaucoup de gratitude, j'entends dans ta voix, quand tu parles de personnes qui ont précédé. C'est beaucoup de la gratitude. La gratitude, c'est tous les jours, ça. Remercier, juste remercier. Le soleil, là, il se couche à tous les soirs, il se lève à tous les matins. Puis, t'es en vie. T'es en vie quand il se lève, puis t'as la chance de le regarder. Tu sais pas va être quoi ta journée, puis il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est honorer la vie, honorer d'être en vie, puis honorer la chance qu'on a de vivre aussi, parmi tout ce qui nous entoure. Bon, on parle de gratitude. Carole, j'ai beaucoup de gratitude envers toi. Merci, Kichi Miigwech, vraiment, pour ton accueil, pour notre discussion. Miigwech. Machachi. Nous recevions cette semaine Carole Flamand, intervenante en relations d'aide à Tikamek, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. À bientôt. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.